TI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea, banque, entreprise et institutionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 29 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Anne-Laure Saint-Marc Jardin, fondatrice de Carmine Capital, société de conseil en fusion-acquisition indépendante. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Alain. Et Marc Leclerc, le directeur général adjoint du groupe Ener. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand bonheur d'accueillir Xavier Jankovic, qui est le CEO de Bonduelle. Bonjour. Enchanté. Alors, vous êtes né en 65, études d'économie et de business, notamment à Harvard. Et votre premier job, c'était chez Deloitte. Vous avez fait quoi là-bas ? Racontez-nous. De l'audit, Ouais. c'est classique. Vous avez été formé, là, l'efficacité, travail. Ouais, alors là, on apprend beaucoup. Ouais. On apprend beaucoup, on s'éclate, on développe des super relations humaines. Je suis encore copain de certains auditeurs après 35 ans. Ah oui. Bon, moi, j'ai mal tourné, j'étais dans le business. Eux sont restés en tant que partenaires. Et voilà, il y a des amitiés qui se créent, des liens spécifiques qui se Il y a des alumni de Deloitte ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on l'a créé. Ouais, vous l'avez créé. Entre nous. Alors ensuite, Royal Canin, dans 3 pays, la France, le Canada, les États-Unis. C'était aussi une super aventure, Xavier. C'est ça, magnifique. Au début d'une très belle aventure humaine, au début d'une entreprise qui a été rachetée par le groupe Mars et qui est devenue la marque numéro 1 au monde de ce fameux groupe Mars qui fait aujourd'hui 36 milliards de chiffre d'affaires. Et ça, c'était avant l'acquisition, puisque maintenant ils sont à 52. Mais voilà, un truc dingue autour de l'animal du compagnie, de la nutrition canine et féline, dans un objectif de donner une meilleure santé aux chiens et aux chats partout dans le monde. Et ça a été absolument fabuleux. Et vous avez vécu dans combien de pays ? Dans 3 pays alors pour le Canada, compagnie ? États-Unis, et j'étais responsable aussi du Mexique. Ah, du Mexique. Ouais. Alors, Ça m'a toujours intrigué. C'est combien la marche sur les croquettes pour chiens ? Parce que moi j'ai 3 chiens, ça me coûte une fortune là. Écoutez, je veux savoir combien ils gagnent, Royal Canin. Si vous pensez, si tu imagines que et Nestlé et Mars ont fait de cette division des divisions prioritaires dans leur stratégie, c'est que la marche est bonne. C'est que c'est pas mal. Ensuite, Ami's Kitchen et puis Naos, Oui. et puis Bonduelle depuis 2023. Alors, vous qui avez vécu beaucoup à l'étranger, Xavier, quand on revient en France, là, quel regard on porte sur les Français de France ? Je crois que tu m'as déjà posé la question. D'abord, j'ai dû réapprendre mon pays, parce que je suis parti 23 ans. Donc réapprendre son pays, c'est quelque chose d'assez magnifique, parce que j'étais un expatrié en tant que Français dans son propre pays d'origine, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc on est vraiment surpris. Et ensuite, quand on regarde les business français et la réussite des business français, pour moi, les chefs d'entreprise et les entreprises françaises sont des héros. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, elles sont tellement peu valorisées et considérées, et elles ont tellement de difficultés, ou on leur met tellement de difficultés ou de bâtons dans les roues qu'on se dit, mais c'est tellement plus facile ailleurs de réussir. Et en France, quand on voit des réussites arriver, on se dit quand même, on n'est pas mauvais du tout. Ouais. Et en fait, c'est mon constat. En France, on est très bon, mais on ne le sait pas. Et on n'est pas forcément aidé par un contexte, quoi. De réussir, Ouais. et on ne le sait peut-être pas non plus. Xavier Donc, Bonduelle, c'est un mot sur ce groupe. Donc, c'est un groupe magnifique. familial. Ça s'était créé quand et les différents métiers ? Parce qu'on connaît les petits pois, oui, mais pas que quand même, Oui, mais Xavier. pas que, bien sûr, c'est pour ça. On rigole souvent autour des petits pois, mais c'est un des produits à l'origine de l'aventure Bonduelle qui a commencé il y a 173 ans par la famille Le Saffre et Bonduelle qui étaient unis et qui se sont séparés pour monter chacun leur business de leur côté. Vous connaissez le business de Le Saffre qui est un super business. Et Bonduelle a aussi créé un très beau business puisqu'il est aujourd'hui à 2,3 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 9000 personnes qui travaillent dans le monde, plus de 100 pays, plus de 38 sites de production. Et bien sûr, ça va bien au-delà du petit pois et de la carotte, même si le petit pioui a été un élément magique à une certaine époque, parce qu'on est dans les dimensions du surgelé, du frais, de la conserve, dans les repas complets, dans le food service. Donc on livre les restaurants et les restaurations collectives. Sodexo sont nos clients, mais pas que. On a aussi des très belles relations avec des très beaux chefs en France qui adorent nos champignons et qui adorent certains de nos légumes, bien sûr, parce que les légumes surgelés, c'est extraordinaire, c'est frais, c'est bien plus frais que des légumes de marché. Vous êtes un super ambassadeur de la maison. Non, mais Bravo. c'est vrai, ça a été prouvé même par des analyses de scientifiques. De comparaison. Quand on prend la chaîne logistique d'un haricot frais, on s'aperçoit qu'en fait, ce haricot frais, il va perdre toutes ses vitamines et ses minéraux
une fois qu'il va être rendu dans votre chez votre frigidaire, Ouais. exactement. Alors que le produit surgelé, il est parfaitement conservé. Ah, moralité, quoi. Et il y a des marques aussi assez magiques, hein. Oui, bien sûr. Vous avez la marque Bonduelle, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, et la marque Casgrain, qui est en fait notre petite pépite en France notamment, parce qu'on se développe très très bien. On a des produits et des marques qui sont devenues des marques iconiques, Oui, c'est vrai. qui font partie du quotidien des Français et élues marques des Français Préféré, quoi. préférés. Voilà. Le business hors de France pour le groupe, sur les 2,5 milliards dont vous parliez, Xavier, ça représente combien à peu près ? Ça représente à peu près 70% et hors de France. 70% Ouais, de France, donc c'est il y très bien. a un vrai rayonnement international, quoi. Alors par contre, vous avez vendu les salades en sachet, là, ça va pas du tout, oui, parce que oui. je sais que Anne-Laure et Marc, on est clients tous les trois, là, donc nous sommes très tristes. Alors on a vendu la marque, enfin on a vendu nos outils industriels, la marque existe toujours et on fait très attention au niveau de qualité et au niveau de safety de nos produits. Mais oui, on a vendu nos marques en sachet parce qu'en fait, nos salades en sachet, parce qu'on fabriquait essentiellement de la marque distributeur. Donc marge plus petite, quoi. Et marge plus petite, et c'est surtout pas notre métier. Ouais. Nous, on est là pour travailler une marque, travailler un business d'innovation, et c'est hyper difficile d'innover autour d'une feuille de laitue. Voilà. Alors, vous êtes cliente des salades en sachet quand même, hein. Évidemment. Et justement, moi, je me demande comment est-ce que vous avez opéré cette cession vis-à-vis d'équipe, parce que vous êtes dans un groupe familial, donc est-ce que la cession d'un actif... C'est une super question, parce qu'en fait, vous savez, on fait partie d'un groupe familial, et pour nous, prendre soin de nos employés, c'était important. Et quand vous cédez un business, vous séparez aussi de gens qui étaient fidèles à votre marque, fidèles à votre entreprise. Et pour nous, c'était aussi important que de céder, que de savoir à qui on cédait. Et donc, comme tout bon business familial, vous êtes en relation avec d'autres business familiales qui sont quelquefois intéressés par certains de vos business. Et là, on a trouvé un super business familial qui a su accueillir les gens qui travaillaient pour Bonduelle, qui a été fidèle à Bonduelle. Il faut savoir qu'on avait des employés qui étaient avec nous depuis plus de 30 ans. Incroyable. Et donc, c'est hyper important d'assurer un avenir, d'assurer une continuité pour ces gens et une nouvelle maison, tout simplement. Qui a acheté d'ailleurs, Xavier ? LSDH, qui est une superbe entreprise familiale française qui est autour de 1,4 milliard de chiffre d'affaires, 100% en France. Donc ils sont bien plus compétents, enfin ils ont un beau plus chiffre d'affaires que nous en France, et ils font un super job, et ils ont accueilli nos employés. Bon, donc tout le monde est content, quoi. Et voilà, continuité d'exploitation, on n'a pas eu de drame. Pas de licenciement, pas de... Bon, et après, puis après, le juste prix est arrivé. Ouais. Marc, vous êtes client, vous aussi, hein ? Absolument. Oui. Vous avez une question à poser à Xavier ? Ça fait quelques semaines que le salon de l'agriculture s'est terminé. Quelles sont vos relations avec le monde agricole aujourd'hui ? C'est une super question parce que nous, on les adore. Il n'y a que des super questions sur ETI Radio. Non, mais oui, exactement. Faut imaginer comment Bonduelle opère. À savoir que nos sites de production sont au milieu des champs. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple. On a une course contre la montre entre le moment où on récolte nos légumes et au moment où on les met dans des sachets. Aussi bien des conserves que des sachets surgelés. Pourquoi ? On en revient toujours à préserver les éléments nutritionnels du légume et les vitamines, les minéraux et le goût. Et donc, on a 2 heures de temps pour les mettre en sachet. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas chercher nos maïs doux, nos haricots en Chine, mais au cœur de nos champs. Et donc, nous, on a nos usines au milieu des champs. Et bien sûr, au cours des 7 générations qui nous ont animés en tant qu'entreprise, on a su développer des relations particulières avec nos agriculteurs. On investit énormément dans l'agriculture régénératrice, parce que là aussi, vous avez une société familiale qui voit loin dans le temps. Donc les sols, c'est une façon de garantir un business, puisque la santé du sol, s'il s'appauvrit, c'est terminé. Et donc ces relations avec les agriculteurs, nous, on est très heureux. On a 90% des agriculteurs qui renouvellent leur contrat avec Bonduelle d'année en année. Ouais, c'est pas mal quand même. Et 70% aujourd'hui sont adeptes de l'agriculture régénératrice. Donc c'est ce genre de lien qu'on tisse. Et c'est vrai que, on se bat avec la grande distribution pour conserver notre agriculture française parce qu'il n'y a pas que le prix qui compte dans la vie. Il y a aussi la qualité et le goût. Alors, avant la question d'Anne-Laure, la deuxième question, quand vous étiez chez Royal Canin, vous parliez avec autant de conviction des croquettes ou pas ? Parce que là, vous êtes vraiment un super ambassadeur de tous les produits Bonduelle. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours travaillé pour des entreprises qui ont un impact positif sur les gens et la planète. Ouais. Et quand on parle de Royal Canin, il n'y a rien de plus impactant
qu'un animal domestique en pleine santé dans une famille, dans un couple, ou même chez des personnes âgées qui considèrent que le chien est leur enfant. Et donc, c'est assez merveilleux de voir que vous travaillez pour une entreprise qui fait du bien. Et si en plus vous prenez soin de la planète, c'est quand même pas mal. On se lève si le en matin plus vous gagnez un peu de sous, c'est génial. Quoi, et en plus, voilà, ça aide. Alors, Oui, mais justement, donc Royal Canin, c'était une boîte familiale. Vous avez toujours dirigé des sociétés qui étaient familiales. Là, le groupe Bonduelle est aussi coté en bourse. Est-ce que ça a un impact dans la direction, dans la vision stratégique que vous menez ? Alors, il faut savoir que le groupe Bonduelle est un peu est coté en bourse, c'est vrai, mais on a un actionnariat familial qui est majoritaire dans la prise de décision. Donc, on a une grande chance, c'est-à-dire que les prises de décision ne sont pas prises par les actionnaires de bourse, mais par les familiaux qui ont une vision de pérennité dans le temps. Marc, C'est quoi l'innovation dans le petit pois, la salade? Sens un peu d'ironie dans la question. Non. L'innovation dans le légume, c'est plein de choses. C'est d'abord s'adapter au changement de tendance et de comportement des consommateurs. On sait très bien que nos consommateurs ont de moins en moins de temps de cuisiner. Donc, il va falloir préparer pour eux des plats. Donc, c'est des repas complets. C'est la capacité à leur faire gagner du temps. Là, on parle d'un consommateur qui va acheter ses produits dans le retail ou en e-commerce, mais on parle d'un food service qui a plus de commis. Aujourd'hui, des commis de restaurant, il y en a de moins en moins. Donc, il va falloir préparer des légumes prêts à réchauffer dans le food service et dans la restauration. Donc, c'est s'adapter aux évolutions modernes de la société. Après, on peut toujours se dire que c'était mieux avant, mais ça n'arrange pas le PNL, ça. Ce qu'il faut, c'est s'adapter à son consommateur, voir comment il se développe, les formats de packaging. Enfin, vous avez tout un tas d'évolutions. La volonté de ce consommateur à acheter des produits qui sont de plus en plus sains, avec beaucoup moins de pesticides, c'est des innovations, parce que ça travaille en amont. Voilà, elle est un peu partout, l'innovation, et c'est compliqué, hein, c'est complexe, mais c'est ce qui fera que c'est passionnant aussi, quoi. S'adapte. Il faut s'adapter à être agile. Anne-Laure ? Non, moi, j'avais pas de questions complémentaires. Juste un point, quand même. Tout à l'heure, vous parliez des agriculteurs. Oui. Aujourd'hui, les agriculteurs avec lesquels vous travaillez, c'est plutôt des petites structures ou des grosses structures, parce qu'on... C'est plutôt des grosses structures, puisqu'elles font des rotations de sol. Il faut savoir qu'un sol cultivé et qu'on va cultiver ne fait pas pousser qu'un type de culture en une fois et chaque année, parce que sinon là il y a approvisionnement des sols, donc il y a des cultures en rotation, et donc il faut absolument avoir des grandes cultures. Donc on a des agriculteurs qui font pousser des pommes de terre, du légume, du maïs, du soja, et voilà, on les aide. Des grandes exploitations du coup. Oui. Ou des grands ensembles, ou des coopératives peut-être aussi. Voilà, des coopératives également, tout à fait. Marc ? Vous avez très bien scoré aux US, vous avez du succès aujourd'hui, mais la culture US par rapport à la culture européenne, je parle des légumes, enfin de l'alimentation, comment vous gérez les différences entre les différentes zones de business dans le monde? Est-ce que c'est le même petit pois d'ailleurs qui est vendu à San Francisco? Je n'ai pas posé la question, mais je sais. Alors, c'est pas le même petit pois qui est vendu en Italie, en Allemagne et en France. C'est pas la même temps d'aérométrie. C'est-à-dire que le petit pois est beaucoup plus ferme. C'est comme les pâtes, hein. Vous allez en Italie, vous mangez des pâtes, elles sont al dente. En France, on ne les aime pas. Ou en tout cas, si on les aime, c'est qu'on aime les pâtes italiennes. Donc voilà, il y a des différences et on s'adapte. Et bien sûr, il faut s'adapter au style. Les Américains sont beaucoup plus branchés sur les cultures de mix produits autour de la cuisine mexicaine, asiatique, cuisine du monde. En France, ça arrive petit à petit. Donc il y a des tendances de fond qui arrivent à travers les pays, mais pas au même moment et pas au même temps. Donc il faut bien les connaître. Il faut bien connaître ses consommateurs, en fait. C'est un peu ça, le truc. Et adapter le produit à la consommation locale. Oui. Xavier, pour terminer, il paraît que vous êtes un fan de champagne. Ah oui. Ouais. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme coup de cœur récent ou émotion sur une ou plusieurs bouteilles? On ne va pas vous demander avec qui, parce que ça, c'est très privé. Enfin, si, je vais vous demander d'ailleurs avec qui. Non, d'abord, c'est le champagne. Bon, je ne vais pas dire Gosset, non, mais c'est un très bon champagne. Ouais. Et en fait, j'aime à peu près tous les champagnes. Et j'adore avoir plusieurs expériences de champagne, parce que je pense que chacun a sa petite histoire, sa petite particularité. Et là, le dernier que j'ai goûté, c'était il y a 2 jours, c'était un Ayala blanc de blanc, et j'ai beaucoup apprécié.
Et il a une certaine pureté. Et donc, voilà. Après, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. C'est quand même meilleur que les sparkling, non? Oui, alors je bois pas de vin, je bois que du champagne. Merci beaucoup Xavier, merci également à vous, Anne-Laure et Marc. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous les podcasts sur le site et on se retrouve également la semaine prochaine, mercredi à 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.